Bien. Donc, je vais essayer de faire un truc pas trop technique, enfin moins que le premier exposé. Non, surtout, ça va être très général puisque je vais essayer de couvrir l'ensemble des problèmes de sécurité de la chaîne de blocs. Et donc c'est extrêmement varié. Aujourd'hui, la chaîne de blocs, c'est un sujet, c'est hype, on en cause partout. Hier encore, je voyais un communiqué d'une boîte qui allait faire de l'intelligence artificielle dans la chaîne de blocs. Donc on met vraiment à toutes les sauces, on en parle partout. Et il y a évidemment des sceptiques ou des critiques, et c'est souvent des arguments de sécurité, mais qui sont souvent mal expliqués. On mélange un peu tout. Et des problèmes de sécurité qui sont en fait très différents. Donc mon but ici, ça ne va pas être d'expliquer en détail ces problèmes de sécurité, c'est trop compliqué, 40 minutes c'est pas suffisant, mais au moins de bien définir les endroits où il y a des problèmes de sécurité, quels sont les problèmes de sécurité réels, qui ne sont pas tous les mêmes. Alors un petit rappel sur la chaîne de blocs d'abord. Ah oui, j'ai le droit de dire chaîne de blocs, ça a été publié au journal officiel dans les traductions recommandées par la commission de terminologie. Donc fondamentalement, c'est un livre des opérations, c'est-à-dire une série d'opérations à la queue leu, il y a une idée de séquence dans la chaîne de blocs. Il est public. Alors il y a des gens qui parlent, par exemple, il y a une boîte, il y a plusieurs boîtes, qui parlent de chaîne de blocs à permission privée, semi-privée. La plupart du temps, c'est du pipeau, c'est pas du tout des chaînes de blocs, c'est on prend son SGBD Oracle et on le rebaptise chaîne de blocs parce que c'est plus joli. Donc la chaîne de blocs, là où c'est intéressant, c'est quand c'est public et pair à pair, ce qui soulève immédiatement tout un tas de problèmes de sécurité rigolos. Normalement, c'est immuable, c'est-à-dire que les opérations, une fois faites, ne sont pas changées, et on a l'ordre un peu comme les bouquins dans les gendarmeries où on indique les plaintes ou le journal et où les pages sont numérotées pour éviter qu'on en modifie. Et c'est sécurisé par la cryptographie. Alors bien sûr, dans les médias, il va y avoir des trucs du genre le Bitcoin, c'est une blockchain cryptée. Non, non. C'est sécurisé par la cryptographie, mais la cryptographie, comme vous savez, ne sert pas qu'à faire du chiffrement. On connaît surtout Bitcoin, c'est normal, hein, c'est Bitcoin qui a lancé la chaîne de blocs, qui en a fait quelque chose qui marche, d'opérationnel, mais actuellement il y a des tas d'autres chaînes et qui sont souvent différentes. C'est-à-dire que les propriétés de l'une ne sont pas forcément pour l'autre, et donc il y a dans la confusion qu'on vit actuellement, il y a des fois des critiques qui sont faites contre la chaîne de blocs qui en fait ne s'appliquent qu'à certaines chaînes de blocs. Et puis il y a des tas d'applications, la plus connue c'est l'argent. Parce que encore c'est le succès de Bitcoin, et puis l'argent tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît, tout le monde en veut. Donc dans Bitcoin, les opérations, c'est Alice donne de l'argent à Bob, ou Bob donne de l'argent à Charlie, des choses comme ça. Mais il y a aussi des tas d'autres applications qui sont possibles, et c'est pas limité à l'argent. C'est pour ça que voir par exemple la chaîne de blocs uniquement à travers le prisme du cours du Bitcoin en euros, c'est une vision réductrice. C'est intéressant si vous êtes investisseur en Bitcoin, mais il y a des tas d'autres utilisations de la chaîne de blocs en dehors de ça. Et la chaîne de blocs sont comme tous les trucs pair à pair, hein, les problèmes, c'est les attaques civiles et les généraux byzantins, c'est bien ennuyeux. Pour se protéger contre ça, les chaînes de blocs ont des mécanismes de défense, le plus connu étant la preuve de travail, c'est-à-dire montrer qu'on a fait un certain calcul et qui est assez compliqué. Donc ça évite, par exemple, l'attaque civile où le type prétend avoir 1 million d'identités. Ou bien la preuve d'enjeu étant un système où le pouvoir de décision est lié à la possession de l'unité liée à la chaîne de blocs. Ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être autre chose, mais l'idée c'est que les gens qui ont le plus de tokens de Bitcoin, d'Ether, de ce qu'on veut, ont un pouvoir plus important, et en gros on donne le pouvoir aux riches, c'est pas mal, politiquement c'est une méthode qui marche, hein, qui a fait ses preuves. Bon, la preuve de travail a elle aussi ses inconvénients, notamment comme il s'agit de résoudre en général un puzzle cryptographique, il y a un coût en énergie non négligeable. La sécurité et la confiance reposent sur le caractère public de la chaîne. Alors parmi les trucs dans les médias qui m'énervent, il y a quand ils disent « Ah, Bitcoin c'est open source », mélangeons pas tout. Le logiciel de la chaîne de blocs peut être un logiciel libre, c'est le cas de Bitcoin, mais pas forcément. Ce qui est important, c'est que la chaîne elle-même est publique, ce qui n'a rien à voir avec le fait que le logiciel soit libre ou pas. La chaîne est publique, c'est-à-dire que tout le monde peut la télécharger. C'est pour ça que quand je lis Bitcoin c'est une monnaie cryptée, non, la chaîne doit être publique, parce que toute la sécurité et toute la confiance reposent là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde peut télécharger les données et peut les vérifier par lui-même.
là que vient la confiance, puisque comme c'est pair à pair, il n'y a pas un chef quelque part, une autorité quelque part, qui pourrait garantir la sécurité du Bitcoin. Donc la seule sécurité vient de l'examen public. Alors là-dedans, Monsieur Michu, quand il gère son argent là-dessus, donc la chaîne utilise de la cryptographie asymétrique, donc avec clé privée, clé publique. Et je dis ça parce que régulièrement, quand je fais des cours où on parle de cryptographie, que ce soit DNSSEC ou la chaîne de blog, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour demander « Mais attendez, laquelle je communique, la clé privée ou la clé publique ?» Donc, petit rappel, on communique la clé publique et la clé privée, on les garde pour soi. Petit rappel, et c'est du fait qu'on détient cette clé privée qu'on possède les bitcoins. Il y a souvent un abus de langage dans la présentation qui est, par exemple, sur mon smartphone, j'ai 10 millibitcoins. C'est un abus de langage, en fait. Et sur mon smartphone, j'ai une clé privée qui me permet de dépenser de l'argent dans un compte où il y a 10 millibitcoins à l'heure actuelle. Donc c'est un abus de langage dont il faut se méfier parce que les gens pensent quelque part... enfin, le modèle « j'ai les bitcoins sur mon smartphone » souvent rend difficile l'analyse de sécurité. Il faut plutôt dire « j'ai la clé privée sur mon smartphone ». Et donc qui dit clé privée, dit les problèmes habituels de gestion des clés. Et comme vous le savez, Monsieur Michu, il est expert en gestion des clés. Il est super fort là-dessus, il ne fait jamais d'erreur, il n'y a pas de problème. Et un premier problème de sécurité lié aux chaînes de blocs, c'est cette sécurité de la clé privée. Quels sont les risques qu'on a une clé privée? Il y en a deux. Il y en aurait qu'un, ça serait facile comme problème. Le problème, c'est qu'il y a deux risques. Le risque qu'un méchant copie la clé, alors qu'il n'était pas censé l'avoir, qu'elle était censée rester privée. Et puis le risque qu'on perde la clé, c'est-à-dire qu'on n'y ait plus accès. Le premier cas, c'est le cas, par exemple, de justement le type qui a... alors, il y avait eu ça récemment dans un reportage à la télé, le type qui montre sa clé privée à l'écran. L'image du QR code était assez brouillée, mais elle a quand même pu être déchiffrée par des gens. Donc ça, c'est un premier risque. Et il y a aussi le risque... Alors, s'il n'y avait que ce risque-là, la solution serait je garde la clé privée sur une seule machine. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le risque qu'on la perde, la clé. C'est l'exemple qui est souvent cité du type qui jette son PC et qui après, une fois qu'il l'a envoyé à la déchetterie, se rappelle zut, il y avait la clé privée dessus. Et évidemment, on n'a pas de sauvegarde. Parce que faire des sauvegardes, c'est évidemment une bonne solution, mais vous savez que ces deux problèmes, souvent, c'est difficile de régler les deux en même temps. Parce que par exemple, pour éviter la perte de la clé, la bonne solution, c'est de faire beaucoup de sauvegardes à beaucoup d'endroits, et puis des sauvegardes non chiffrées, parce que si elles sont elles-mêmes chiffrées, il y a la clé de la sauvegarde, donc on va faire des sauvegardes en clair, et à ce moment-là, en résolvant un problème, on en aggrave un autre. Donc ça, c'est un problème courant en sécurité. Il n'y a pas une sécurité, il y a plusieurs problèmes de sécurité, et les solutions pour l'un sont souvent un problème pour l'autre. Donc bien attention à ce problème-là, et clairement, M. Michu, il est un peu désarmé face à ça. Il n'a pas de solution. Alors, premier cas, par exemple, encore plus simple que de montrer son QR code à la télé, il y a vous stockez votre clé sur une machine Windows. Alors là, si vous stockez la clé sur une machine Windows, c'est perdu d'avance. Et qui dit machine Windows dit elle est bourrée de logiciels malveillants jusqu'au trognon. Si elle n'est pas bourrée de logiciels malveillants, elle va l'être. C'est quelqu'un, vous venez de l'acheter et vous venez de la brancher. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et il y a d'ores et déjà aujourd'hui pas mal de logiciels malveillants qui balayent le disque dur à la recherche des endroits où la plupart des logiciels de gestion de portefeuille stockent leurs clés et qui ramassent la clé. Il y a des systèmes qui permettent de la chiffrer avec une phrase de passe que certaines personnes utilisent et d'autres pas. Même si vous les utilisez, ça ne suffit pas. Parce que parmi les logiciels malveillants sur la machine Windows, il peut y avoir un keylogger, il peut y avoir un truc qui analyse la mémoire où se trouve la clé après le déchiffrement, ce genre de choses. Donc, il faut donc normalement n'utiliser sa clé privée que sur une machine sûre. C'est déjà, en soi, vous voyez déjà l'ampleur du problème. Hein, c'est pas évident pour le monsieur Michu ordinaire. Deuxième cas, donc, c'est l'exemple. Alors, l'exemple qui avait été souvent cité, c'était un Anglais qui avait effectivement jeté son disque dur. Il avait eu beaucoup de bitcoins à l'époque où c'était pas cher. 7700 bitcoins, ce qui au cours actuel fait pas mal de millions d'euros. Et il l'avait jeté et il est allé effectivement à la déchetterie pour essayer de récupérer son disque dur. Et bon, c'était trop tard, le disque dur était au milieu de plein d'autres déchets. Donc ça, ce problème-là est un problème fréquent.
Alors, bien sûr, des gens font des sauvegardes. Mais exemple typique de sauvegarde, vous faites une sauvegarde sur une clé USB que vous mettez chez vous. Et puis il y a un incendie, et la chaleur, comme on vient de le rappeler dans l'exposé précédent, la chaleur, c'est très mauvais pour la plupart des composants. Donc il y a un incendie chez vous, et vous perdez le PC, la clé USB. Et puis si vous avez pensé à faire une sauvegarde papier, ce qui est une procédure recommandée sur Bitcoin, d'imprimer la clé privée, bah, la feuille de papier, elle est brûlée aussi. Donc si vous n'avez que des sauvegardes chez vous, c'est un problème. Donc il faut donc avoir un mécanisme de sauvegarde. Alors, tout ça, les professionnels le connaissent. Ils savent que quand on fait une sauvegarde, il faut la faire sur plusieurs sites, il faut des dispositifs anti-incendie, il faut des... Oui, mais quand on parle du portefeuille de M. Michu, clairement, ça pose un problème. C'est pas évident du tout de gérer ce genre de difficultés. Donc ça, c'est un premier exemple des problèmes de sécurité liés à la chaîne de blocs. Quand vous lisez, par exemple, sur les forums de libristes, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, abat les systèmes centralisés, mettons dehors tous les gros systèmes centralisés traditionnels, on va tout faire en pair à pair sur la chaîne de blocs et tout ça. » Ben, oui, c'est une bonne idée. Techniquement, c'est une bonne idée. Mais il faut pouvoir résoudre des problèmes comme ceux-là, et qui sont des problèmes non triviaux. Et alors, il y a d'autres solutions aussi pour le premier cas, celui du risque de vol de la clé par un tiers. Si vous êtes professionnel dans la sécurité informatique, vous avez pensé tout de suite, par exemple, à des trucs comme les HSM. HSM, Hardware Security Module, c'est simplement un petit ordinateur spécialisé qui va générer les clés privées, faire les boulots de signature, et la clé privée ne sortira jamais du matériel. Et pour les HSM les plus perfectionnés et les plus chers, il y a par exemple une grille métallique qui fait le tour du boîtier, qui fait que si vous ouvrez le boîtier, le courant qui circule dans la grille en permanence est altéré, l'appareil le détecte ça et envoie immédiatement une décharge sur la carte mère, grillant la clé privée. Ce système-là garantit que personne ne pourra mettre la main sur la clé privée. Et après, évidemment, le gag, c'est que dans ce cas-là, le problème, c'est que ça fait une attaque par déni de service évidente. On perce le HSM, on fait perdre la clé privée. Donc, on fait des sauvegardes. Donc, on commence par faire un engin très cher pour garder la clé privée à l'intérieur, et ensuite, on prévoit un système de sauvegarde pour pouvoir la sortir. Donc, c'est pas un reproche que je fais aux fabricants de HSM. Hein. Je pense que les pauvres, on leur a donné un cahier des charges qui est souvent difficile, voire contradictoire. Alors, il y a d'autres solutions pour le risque de perte de la clé. C'est le stockage, pour le risque de copie de la clé, c'est le stockage hors ligne. Dans le monde Bitcoin, par exemple, sur les places de marché Bitcoin, on appelle ça des trucs genre cold storage, c'est-à-dire que la clé privée va être stockée sur un engin qui n'est pas connecté, ou alors une clé USB que vous avez enfermée dans un coffre-fort. Alors, ça, c'est assez efficace comme technique, et c'est moins pratique. On retombe dans le problème classique en sécurité, où ce qui est pratique, c'est pas sécurisé, ce qui est sécurisé, c'est pas pratique. Comme on disait Damien, on rend compliqué des choses simples. Là, c'est un bon exemple, puisque par exemple, les places de marché Bitcoin qui se vantent dans leur publicité de tout mettre en cold storage, bah, l'inconvénient, c'est que quand vous voulez vraiment faire une dépense, il faut remonter la clé privée sur les machines, faire la signature et la remettre. Et là, on est loin du discours avec les crypto-monnaies, c'est super rapide, vous transférez de l'argent en un clin d'œil et tout ça. Oui, si vous ne vous préoccupez pas de sécurité. Si vous vous préoccupez de sécurité, bah, c'est déjà moins facile. Alors, le cold storage peut aller même jusqu'à l'imprimer. On trouve plein de programmes sur Internet pour faire ça, pour imprimer la clé privée en caractères et en QR code. Vous mettez ça sur du papier, vous enfermez ça dans un coffre-fort. Comme ça, vous êtes à l'abri des problèmes informatiques. Attention, pas mal d'imprimantes, le tonnerre ne dure pas très longtemps. Donc si vous voulez garder votre clé privée un certain temps, vous pouvez avoir besoin d'acheter du matériel d'impression spécial. Mais le plus beau que j'avais vu, c'était une boîte qui proposait d'imprimer votre clé privée sur une plaque de métal. Et à ce moment-là, la plaque de métal, elle est inaltérable. Alors, le seul problème, c'est qu'il fallait envoyer la clé privée à la boîte pour qu'il l'imprime sur la plaque de métal et qu'il vous la renvoie après. Bon, comme business plan, c'était pas mal. Mais ça illustre un peu les difficultés que pose le cold storage en pratique. Tout ça, c'est des problèmes bien connus, mais qui n'ont pas de solution simple. Hein. Une boîte comme la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui est entre autres chargée de conserver des fichiers informatiques sur du très long terme, genre 50, 100, 200 ans, eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas le deuxième problème, ils n'ont pas le problème de copie
solution, c'est de pratiquer une bonne hygiène informatique, comme dirait l'ANSSI, donc d'avoir les bonnes pratiques de sécurité, de tout faire bien. Si les gens faisaient ça, ça se saurait. Et on aurait beaucoup moins de problèmes en informatique, mais on sait bien que le problème, c'est qu'il faut résoudre ça avec des utilisateurs qui sont ce qu'ils sont. C'est d'ailleurs pour ça que la solution HSM, carte à puce et compagnie est tentante, c'est que normalement, les gens ne jouent pas à Candy Crush dans leur HSM, et donc normalement, le HSM est sûr. Mais bon, comme on a vu, il a d'autres problèmes. Donc là, voilà déjà un premier point, et c'est pas un problème théorique, hein, parce que pour Bitcoin en tout cas, et encore plus maintenant où le cours s'envole de manière dingue, les vols existent réellement. C'est réellement un problème pratique aujourd'hui. On a réellement des logiciels malveillants qui s'installent sur un PC, et donc le seul but est de trouver des clés privées des portefeuilles. Ah non, zut, ça chute. C'est retombé à 6200 euros. Là. Vous voyez la flèche rouge là, Aïe, aïe, aïe. Bon, vendez. Attendez, j'arrête la présentation, puis je vais aller vendre des bitcoins, et on reprend après. Donc, les vols de bitcoin sont réellement un problème, et vu le cours du bitcoin, c'est pas étonnant. Donc, en sécurité, c'est un truc qu'on dit rarement, il y a des problèmes théoriques et des problèmes réels. Les problèmes théoriques, c'est ce qu'on fait souvent dans les confs sécurité, où on fait des démos formidables de trucs qui n'arrivent jamais en vrai. Puis les problèmes réels, en général, c'est beaucoup plus basse technologie. C'est nous sommes les impôts, nous allons vous rembourser 5000 euros, allez vous connecter là. Super basse technologie, mais c'est ce qui marche le mieux. Donc pour le deuxième cas, c'est-à-dire le risque de perte de la clé, les sauvegardes. Alors là, les sauvegardes, c'est comme l'hygiène informatique. Hein. Tout le monde sait qu'il faut faire des sauvegardes. Qui ne sait pas qu'il faut faire des sauvegardes? Bon, voilà, il y en a un derrière. Mais maintenant, la question, c'est qui on fait. Et attention, comme disait ma grand-mère, faire des sauvegardes, c'est facile. C'est les restaurer qui est difficile. Donc, qui fait des sauvegardes propres, c'est-à-dire hors site, avec vérification régulière qu'on peut restaurer, etc. Et là, beaucoup moins. Donc le paper wallet, c'est ce dont je parlais, c'est les logiciels qui permettent d'imprimer la clé privée. Et alors là aussi, il y a quelques précautions supplémentaires à prendre. Par exemple, sur le cloud, vous tombez sur des tas de services web où il y a un formulaire, un champ de saisie, où il y a « mettez votre clé privée ici », et ensuite ça vous fait une jolie page, ça vous génère un PDF, un truc comme ça, joli avec la clé privée. Le problème, ça rappelle un peu la vieille blague du site web qui permet de dire « est-ce que votre mot de passe est sûr ?» Puis vous tapez le mot de passe dans un champ de saisie, et puis vous dites maintenant il ne l'est plus. Alors, toutes ces attaques-là ici, tout ce qui est sur ce slide ici, c'est des trucs classiques de sécurité informatique de base sur le PC de M. Michu. Il y a aussi des attaques plus rigolotes et plus spécifiques de la chaîne de blocs. Un exemple qui a souvent été cité, c'est l'attaque des 51%. Parce que la chaîne de blocs, c'est une chaîne. Les gens rajoutent un nouveau bloc. Un bloc, c'est en gros un ensemble de transactions. Du point de vue technique, c'est implémenté sous forme de blocs comprenant plusieurs transactions, mais du point de vue conceptuel, la chaîne de blocs devrait en fait s'appeler une chaîne de transactions. Donc le point important, c'est l'ordre et puis l'immuabilité. C'est-à-dire qu'une fois que Alice a envoyé de l'argent à Bob, elle ne peut pas dire « non, non, j'ai toujours mon argent », puisqu'il y a la transaction qui est dans la chaîne de blocs et qu'on ne peut pas modifier. Le problème, c'est qu'on est en pair à pair. Donc chacun de son côté construit la chaîne de blocs en rajoutant des transactions. Si sur ma machine qui a Bitcoin, je rajoute une transaction, une dépense, les autres machines ne vont pas être prévenues instantanément et pendant ce temps-là, elles-mêmes auront fait des transactions. On va donc avoir des chaînes de longueurs différentes, ce qu'on appelle une bifurcation, un fork. Attention, le mot fork a un double sens dans le monde des chaînes de blocs. Donc, et je préfère parler ici de bifurcation. C'est assez rare dans Bitcoin parce que les calculs d'un bloc est long. Mais par exemple, dans Ethereum, qui doit être la deuxième chaîne de blocs en termes de capitalisation, où les blocs sont beaucoup plus rapprochés, les bifurcations, c'est tout le temps. Tout le temps, il y a plusieurs paires sur le réseau qui ont des chaînes différentes. Il faut donc les réconcilier à un moment. Et les mineurs, c'est-à-dire ceux qui construisent la chaîne de blocs, choisissent la chaîne la plus longue. Donc si au début, j'ai ma chaîne et puis qu'il y a une autre chaîne différente qui apparaît à côté, l'un des deux mineurs sera un peu plus rapide, et donc c'est sa chaîne qui sera choisie, et au bout d'un moment, tout le monde oubliera la chaîne la plus lente. Rappelez-vous qu'on est en pair à pair, hein, donc il n'y a pas de moyen qu'il y ait une autorité qui dise lui a raison et lui a tort. Chacun fait comme il veut de son côté. Alors l'inconvénient de choisir la chaîne la plus longue, alors vous allez me dire, c'est simple pour choisir la chaîne la plus longue, il suffit d'avoir les processeurs les plus rapides et on met plus de trucs. Sauf qu'il y a la preuve de travail qui nécessite
en plus de résoudre un plus de cryptographique. Sinon, votre chaîne ne sera pas acceptée. Là encore, on retombe sur de la puissance de calcul. Résoudre le plus cryptographique, c'est avoir les FPGA les plus rapides. Et donc, si on a 51% de puissance de calcul, c'est-à-dire si on a la majorité simple, on peut toujours décider quelle sera la chaîne la plus longue. Une attaque possible, par exemple, pour 51%, c'est Alice donne de l'argent. Mettons qu'Alice est mineure et a plus de 51% de la puissance de calcul. Alice envoie de l'argent à Bob, puis mine une autre chaîne plus longue où sa transaction n'a pas existé, alors qu'entre-temps, elle a reçu le produit qu'elle achetait. C'est ça l'attaque de 51%. Alors, est-ce un problème? Oui, évidemment, c'est clairement un problème, mais ce qu'il résout dans Bitcoin est une hachocratie, c'est-à-dire le plus de cryptographique dans Bitcoin, c'est de générer un bloc dont le hash va avoir un certain nombre de zéros au début. SHA-256 étant ce qu'il est, la seule façon connue de faire ça, c'est de modifier légèrement une partie du bloc et de réessayer beaucoup, 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 beaucoup. Il n'y a pas de méthode plus rapide connue. Sinon, SHA-256 serait cassé. Donc c'est celui qui calcule le plus vite qui a gagné. Ça ne serait pas un problème si les mineurs étaient très dispersés. Parce qu'on se dirait, oui, mais dans ce cas-là, il n'y a aucune chance que quelqu'un ait 51% de la puissance de calcul. Sauf qu'en pratique, malheureusement, le nombre de mineurs est trop petit, puisqu'il faut, dans Bitcoin, il faut des machines spécialisées. Vous ne pouvez plus miner depuis longtemps avec des processeurs généralistes, même avec des GPU. Il faut des FPGA conçus pour ça. Et donc, en pratique, il y a trop peu de mineurs. Et donc, la possibilité qu'il y en ait un qui est 51% n'est pas complètement à écarter. D'un autre côté, et c'est ça qui rend l'attaque moins grave qu'elle en a l'air, c'est que la chaîne est publique. Rappelez-vous, c'est le truc essentiel, la chaîne est publique. Et donc, comme elle est publique, l'attaque va se voir. C'est-à-dire que certes, vous pouvez attaquer, mais tout le monde va voir que les deux chaînes existent. Certes, une qui est plus longue, celle produite par celui qui a 51%, mais l'autre est visible aussi. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passerait? Il se produirait probablement une scission. C'est le deuxième sens du mot fork dans le monde des chaînes de blocs. Ce qu'il y a de bien en français, c'est qu'on peut toujours utiliser deux mots différents. Donc bifurcation, c'est un phénomène tout à fait normal quand deux mineurs temporairement ont des chaînes différentes. La scission, par contre, c'est quand délibérément, une partie des acteurs décide de se barrer. C'est du pair à pair, hein. Rappelez-vous, il n'y a pas d'autorité. Donc je peux tout à fait dire, c'est ma chaîne qui est la bonne d'abord, et puis c'est vous qui avez tort, tous. Et je vais partir de mon côté avec mes mineurs à moi. Donc, si quelqu'un faisait vraiment une attaque 51%, ça se verrait. Je ne parle pas de point de vue théorique, hein, ça s'est déjà produit. Le cas typique, c'est sur Twister, qui est une chaîne beaucoup plus courte que Bitcoin, donc il est beaucoup plus facile d'atteindre 51%. Il y a eu effectivement une attaque 51%, effectivement réussie, mais elle s'est vue, et donc les gens honnêtes ont pu se barrer de leur côté et décider d'ignorer la chaîne la plus longue, c'est-à-dire de manuellement modifier les règles le temps de reprendre le boulot. Ça serait très destructeur, mais moins qu'une tricherie cachée. C'est-à-dire si quelqu'un faisait vraiment une attaque 51% contre Bitcoin, ça serait probablement mauvais pour le cours de Bitcoin, parce que les gens perdraient confiance, mais c'est moins grave que si on pouvait piquer de l'argent. Donc en pratique, l'attaque des 51% est amusante théoriquement, mais n'est pas forcément une attaque mais n'est pas forcément une attaque praticable dans le vrai monde. Plus rigolo, l'hypothèse d'une bug dans la chaîne. Alors, je crois que c'est là aussi, c'est un truc que Damien avait dit, c'est qu'il y a des bugs dans les logiciels. Zut, on ne savait pas. Les logiciels ont des bugs, et alors de temps en temps, il y a des gens qui disent oui, mais il suffit d'écrire du logiciel sans bug. Oui, il suffit, effectivement. Enfin, en pratique, c'est assez difficile, donc il faut considérer que les logiciels vont avoir des bugs. Et donc, s'ils vont avoir des bugs, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un bug permet d'écrire dans la chaîne ce qui n'aurait pas fallu? C'est-à-dire que les règles n'ont pas été respectées parce qu'il y avait une bug. Là aussi, ce n'est pas un cas théorique. Ça s'est produit pour Bitcoin en 2010, un bet overflow. Alors, rappelez-vous ce que j'avais dit tout à l'heure sur les failles. Hein. C'est les erreurs les plus bêtes qui sont les plus fréquentes et les plus graves. Hein. On s'excite sur des trucs super sophistiqués, du genre une attaque, une nouvelle méthode de décomposition d'un nombre en facteur premier qui permettrait de casser RSA. Mais la réalité, c'est que la plupart des bugs sont beaucoup plus cons que ça, et elles sont connues depuis 30 ans. Un integer overflow, il n'y a rien de plus bête. C'est quand même ce qui s'est produit, et ça a permis de faire apparaître 186 milliards de bitcoins d'un coup. En fait, volés, ils n'ont pas été volés, puisqu'ils sont apparus littéralement comme ça.
Et c'était pas normal, c'était pas prévu. Donc là, dans ce cas-là, il a fallu décider de revenir en arrière. C'est-à-dire d'annuler des transactions, de dire ben, la chaîne de blocs à partir de tel moment, on l'ignore, on repart de celle avant, on modifie le logiciel pour corriger la bug et on repart. Donc il y a deux points importants là-dedans. Il y a le fait que c'était une décision humaine. On dit souvent, aussi bien pour s'en féliciter que pour le critiquer, on dit souvent la chaîne de blocs, c'est automatique, c'est purement un algorithme, les humains ne sont pas dans la boucle. Et c'est pas vrai. Quand il y a des bugs, il faut bien que des humains soient dans la boucle et décident collectivement. En 2010, les utilisateurs de Bitcoin, ils devaient tenir dans une salle plus petite que celle-là, donc on pouvait encore se mettre d'accord relativement facilement et revenir en arrière. C'est l'un des très rares cas dans les chaînes de blocs où il y a vraiment eu retour en arrière, c'est-à-dire annulation de transactions, y compris des transactions légitimes. Parce qu'à partir de l'apparition de la bug, les gens avaient continué à servir de Bitcoin, donc il y avait des transactions légitimes qui ont été annulées. Vous savez que la plupart des articles dans les médias, quand ça parle d'informatique, c'est du n'importe quoi. Et par exemple, quand il y avait eu l'année dernière un problème sur Ethereum, la plupart des articles dans les médias ont dit que la communauté Ethereum avait décidé de revenir en arrière. C'est faux. Ça n'a jamais existé. L'un des très rares cas dans les chaînes de blocs où il y a eu vraiment retour en arrière, c'est-à-dire on se dit, on revient dans le passé, on revient, on annule les transactions, c'était celui-là. Alors, il y a aussi les compilos qui ont des bugs. Par exemple, il y a une erreur, c'est pas la bonne version des slides, c'était pas avant-hier, c'était l'année dernière. Ce texte-là date de l'année dernière. Donc l'année dernière, par exemple, il y avait une faille dans le compilateur Solidity de la chaîne Ethereum et qui avait produit une bug, ce qui est assez gênant. Alors bien sûr, ça je parle pour les autres. Moi, quand je programme, évidemment, je ne fais pas de bug. Mais les autres en font. Alors, c'est d'autant plus rigolo que dans Bitcoin, les transactions en fait, de Bitcoin ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est pas juste envoyer de l'argent, recevoir de l'argent. En fait, ce que fait Bitcoin, c'est qu'il exécute un petit programme. Il exécute un petit programme assez limité comme programme. Notamment, les théoriciens noteront que ce n'est pas un langage de Turing qui exécute Bitcoin, ce qui limite les dégâts. Néanmoins, ça permet de rajouter des bugs, mais ça ne suffisait pas à certains. Donc dans la chaîne de blocs Ethereum, qui est je rappelle, la première en nombre de mineurs et la deuxième en capitalisation derrière Bitcoin, dans Ethereum, les programmes exécutés par la chaîne sont vraiment dans un langage de Turing. Alors s'il y a des pinailleurs parmi vous, non, ce n'est pas un langage de Turing parce que le ruban n'est pas infini. Mais bon, à ceci près, c'est un langage de Turing au sens où tout est possible. Et vous savez qu'un des résultats justement théoriques de Turing, ça avait été de montrer que quand on a un langage de Turing, il y a des choses qui deviennent impossibles. Par exemple, écrire un programme qui prend un programme en entrée et dit s'il va s'arrêter ou pas, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a des classes entières de bugs qu'on ne peut pas détecter automatiquement, et donc dit autrement, il y aura des bugs. Il y aura des bugs, c'est certain. Et on ne pourra pas les détecter, et donc il n'y a pas de moyen pour la chaîne de blocs de dire je refuse d'exécuter ce programme, il a des bugs. On peut détecter certaines bugs, mais pas toutes. Et alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a une bug? Là, on est dans un cas un petit peu différent du cas de tout à l'heure pour le Bitcoin et pour les 186 milliards de Bitcoin qui apparaissaient à cause d'un integer overflow. Dans le cas de Bitcoin, l'erreur était dans le code de la chaîne. Donc ça affectait tous les utilisateurs. Dans le cas d'Ethereum, la chaîne exécute des programmes qui sont écrits par des programmeurs qui sont ce qu'ils sont, et donc ça n'intéresse pas toute la chaîne. Donc potentiellement, on peut se retrouver dans le cas où il y a un programme sur la chaîne qui est buggé, mais ça n'affecte que les gens qui utilisent ce programme. Est-ce qu'il faut donc modifier la chaîne pour un problème qui ne concerne qu'un seul des programmes, qui n'est pas une bug dans la chaîne? Là aussi, le problème s'était produit en vrai, en 2016, avec l'attaque contre The DAO. Alors, The DAO, c'était un fonds d'investissement qui était d'ailleurs la plus grosse opération de crowdfunding qui ait jamais existé. C'est ça qui a fait son malheur aussi, parce que quand il y a de l'argent, bah, évidemment, ça tente des gens. Donc, il y avait une bug dans le programme qui gérait ce fonds d'investissement. Et donc, se poser la question pour la communauté Ethereum, c'était est-ce qu'on change les règles de la chaîne pour pouvoir empêcher le voleur de récupérer son fric? Ou est-ce qu'on dit, ben non, la chaîne elle a bien marché, elle n'a pas eu de problème, tant pis, il y avait une bug dans The DAO, tant pis pour eux. Ça a mené à une scission entre deux chaînes, Ethereum et Ethereum classique. En pratique, presque tout le monde est allé sur Ethereum tout court. Ethereum classique a
beaucoup moins de monde et un cours d'ailleurs en euros beaucoup plus bas. Mais les gens d'Ethereum classique, c'était ceux qui étaient sur une position principielle, qui était, ben non, la chaîne n'avait pas de problème, donc on ne va pas faire de changement. Alors que ceux d'Ethereum étaient plus, on va dire, pragmatiques, du genre, allez, on va changer les règles à la tête du client, c'est plus rigolo, et on va modifier les règles juste pour résoudre ce problème. Donc, alors, bien sûr, quand on explique ce genre de truc devant un auditoire en France, il y a toujours quelqu'un d'INRIA dans la salle pour dire bah, il suffit de programmer en OCaml et de faire des preuves avec Coq, et puis là, il n'y aura pas de bug. Pourquoi pas? C'est possible. Hein. C'est clair que les langages utilisés, une des raisons de la bug dans The DAO, c'est que le langage utilisé était de trop bas niveau, permettait trop de trucs, et donc ça serait peut-être intéressant de passer à des langages de plus haut niveau. Par exemple, c'est clair que dans les langages fonctionnels, c'est plus dur de faire des bugs que dans les langages impératifs. On y arrive quand même, hein, mais c'est plus difficile. Et donc, ça paraît logique pour les programmes exécutés sur la chaîne de blocs qu'on utilise plutôt des meilleurs langages. Le problème, c'est que vous connaissez les informaticiens, c'est dur de leur faire adopter les bonnes pratiques, et les langages fonctionnels souffrent d'une mauvaise réputation du genre ouais, non mais c'est juste un truc pour professeur d'université chauve, ça sert pas en vrai, c'est pas intéressant. Et donc, en pratique, on constate que cette solution, pour l'instant, n'a pas été très adoptée. De même, les preuves formelles, qui sont une approche possible pour prouver qu'un programme est correct, moyennant un certain nombre de suppositions qui peuvent être vraies ou fausses, mais bon, moyennant ces suppositions, on peut avoir une preuve, pour l'instant, ne sont pas très utilisées. Néanmoins, on a quand même fait du progrès dans le monde Ethereum depuis l'époque, parce qu'à l'époque de The DAO, on n'avait même pas d'analyseur statique, c'est-à-dire l'équivalent de Splint ou des trucs comme ça, et on a un langage qui avait pas mal, et un compilateur qui donnait très peu d'avertissements quand il y avait des constructions dangereuses. Néanmoins, demain, peut-être les gens demanderont un peu mieux. Alors, un autre gag rigolo avec la chaîne de blocs, un autre problème de sécurité amusant, c'est que la chaîne de blocs est publique. Rien n'est caché. Contrairement à ce qu'on lit souvent, qui est que avec Bitcoin, les versements sont anonymes, intraçables, cryptés, que c'est utilisé par des pédopornographes djihadistes, des genres anarcho-libertaires. Mais en fait, la réalité est assez différente. Bitcoin n'est pas anonyme. À la rigueur, il est pseudonyme. Une adresse Bitcoin, c'est une clé publique, hein, simplement. Une adresse Bitcoin est un pseudonyme. C'est pas vraiment anonyme parce que anonymat nécessiterait qu'on ne puisse pas connecter deux transactions et dire c'est la même personne. Or, au contraire, la traçabilité est à la base de Bitcoin, puisque pour que la chaîne fonctionne, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être validée par tout le monde, il faut qu'il y ait une traçabilité. Par exemple, Alice envoie de l'argent à Bob, Bob veut en donner à Charlie. Il faut pouvoir vérifier que Bob avait de l'argent, donc il en avait reçu d'Alice. Donc ça suppose de pouvoir tracer toute une chaîne de paiement, Alice, Bob, Charlie, Denise, etc., qui vont pas tellement dans le sens de la protection de la vie privée. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans une carrière de délinquant, voire de criminel, attention à ça, attention à Bitcoin. Hein. Bitcoin, c'est pas idéal. Je peux vous donner des conseils si vous voulez pour la criminalité. Bitcoin, c'est pas idéal pour les activités illégales. Hein. Donc comme tout le monde peut voir toutes les transactions, et les voir en plus sans laisser de traces. Contrairement à la base de données classique accessible en ligne, que quand vous la consultez, votre consultation laisse une trace. C'est comme ça que c'est là-dessus que repose par exemple la sécurité des fichiers de police, c'est qu'un policier qui consulte ces fichiers, normalement laisse des traces qui permettent de vérifier après ce qui s'est passé. Là, comme tout le monde copie la chaîne de blocs chez lui, on ne peut pas savoir qui a regardé quoi. Alors il y a des solutions face à ce genre de problème, il y a des solutions, si vous voulez ça. Il y a, alors, la solution classique au problème de blanchiment d'argent, c'est d'avoir ce qu'on appelle dans le monde Bitcoin des mixeurs ou des tumblers. En gros, c'est un système où au lieu qu'Alice envoie de l'argent à Bob, Alice envoie de l'argent au mixeur, qui va ensuite dispatcher ça dans plusieurs autres comptes, dont celui de Bob. Si le mixeur est malin, il va en plus rajouter des délais. Parce qu'une façon classique de défaire les mixeurs, c'est quand le mixeur est en réel, quand il est synchrone, c'est de voir que l'argent qui est parti d'Alice à un moment est arrivé chez Bob très peu de temps après. Donc le mixeur va ajouter des délais, va brouiller un peu les pistes. Alors un des inconvénients, c'est qu'on n'est plus en pair à pair. Il faut faire confiance au mixeur. C'est de la même façon que quand vous voulez blanchir de l'argent liquide, de l'argent sale, vous devez faire confiance au type qui vous aide pour le blanchiment et qui se fait payer d'ailleurs pour ça.
Là, il faut payer les mixeurs, et en plus, ils peuvent tricher. Ça va bien pour des petites sommes. Mais supposons qu'un jour, vous ayez $1 million en bitcoin à mixer, ben, le gérant du mixeur, qui avant faisait son travail honnêtement, il peut se dire, quand il voit ça, oh, $1 million, là, ça vaut la peine d'être malhonnête. Donc c'est un problème, et j'ai dit, c'est pas facile d'être délinquant, hein, c'est pour ça que je suis honnête personnellement. Être délinquant, c'est pas facile, c'est compliqué, il y a des tas de risques qu'on voit pas. On croit toujours que les délinquants, ils gagnent plein d'argent facilement sans travailler, mais c'est pas vrai, c'est un vrai boulot. Alors, autres solutions qui sont très utilisées dans le monde Bitcoin, les adresses à usage unique. Par exemple, si vous avez une adresse Bitcoin que vous voulez recevoir des sous, par exemple le ransomware NotPetya, ben, afficher la même adresse à tout le monde, c'est pas génial. Parce que dans ce cas-là, comme la chaîne est publique, on pourra voir tous les versements qui ont été effectués et ce qu'ils sont devenus. Donc la bonne pratique, c'est d'avoir des adresses à usage unique. D'autant plus que ça coûte pas cher, hein, une adresse c'est une clé publique. Donc à générer, c'est facile, et il y a tout un tas d'astuces mathématiques pour avoir des adresses qui sont liées, bien qu'on ne puisse pas le voir de l'extérieur. Si vous regardez par exemple sur le site web de l'EFF, vous pouvez faire un don en Bitcoin, l'adresse qui s'affiche à chaque destinataire est différente. Justement pour éviter que quelqu'un puisse facilement voir qui donne de l'argent à l'EFF. Et puis il y a aussi des solutions après plus sophistiquées derrière, qui ne sont pas Bitcoin, qui sont d'autres chaînes de blocs, spécialement conçues pour permettre la protection de la vie privée. C'est le cas de Zcash par exemple. Alors Zcash, ça repose sur des trucs... ça fait mal à la tête, hein. Si on essaie de comprendre, c'est des protocoles zéro knowledge et des trucs comme ça. Il y a des systèmes vraiment compliqués. Je ne vous expliquerai pas les mathématiques derrière Zcash, il paraît que ça marche. Et puis, bon, du fait que rien n'est caché dans la chaîne, ne mettez pas de données privées dans la chaîne, hein. Il y a régulièrement des gens qui se plantent là-dessus en mettant des données dans la chaîne et en disant oui mais c'est pas grave, on ne peut pas les récupérer, le contrat ne permet pas de les récupérer, des choses comme ça. Mais toutes les données de la chaîne sont publiques. Donc il y a eu un cas d'un programme dans Ethereum qui mettait par exemple un numéro de téléphone dans la chaîne qu'on pouvait récupérer que si on avait fait certains trucs. Mais le problème, c'est que comme le numéro de téléphone était dans la chaîne, bah, c'est un bête fichier la chaîne, hein. On peut l'examiner avec IMAX et hop, on trouve ce qu'on veut. Alors, un truc important aussi sur la sécurité des chaînes de blocs qui a fait beaucoup de bruit, c'est les places de marché. Quand on veut échanger ces bitcoins ou ces ethers contre des monnaies fiat, les monnaies fiat, c'est les monnaies créées par une autorité qui dit c'est ça la monnaie légale et c'est ça qu'il faut utiliser. Ça vient du latin. Donc si vous voulez échanger contre des monnaies fiat, ou si vous voulez spéculer, ou simplement si vous voulez garder votre argent, parce que vous avez vu les premiers slides où je parlais de la difficulté à stocker les bitcoins chez soi, vous dites peut-être, dans ce cas-là, je vais stocker l'argent dans le cloud. C'est vachement plus sécurisé, c'est les professionnels qui s'en occupent. C'est mieux en tout cas que ce que je peux faire maintenant, je ne rigole pas, hein. Quand on dit Monsieur Michu a tort de mettre ses données chez Google parce que Google peut les filer à la NSA ou des trucs comme ça, oui, mais si Monsieur Michu les garde sur son PC Windows connecté à Internet et bourré de malware, c'est pas forcément toujours beaucoup mieux du point de vue sécurité. Donc il y a un choix à faire là. Donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens mettent donc leur argent sur des places de marché. Alors en France, la plus connue, c'est Paynium. Ça doit même être la seule en France. Mais il y en a plein d'autres, Kraken, Poloniex, etc. Full Disclosure, c'est les deux que j'utilise. Donc si vous travaillez pour le fisc, vous savez où il faut regarder. Kraken est aux États-Unis, mais ils ont une filiale en Allemagne, ce qui permet d'utiliser les virements dans la zone. C'est pas un truc comme ça. Donc ces places de marché, le point important, c'est que c'est pas la chaîne de blocs. Très souvent, des articles dans les médias ont parlé de la faillite, voire de la malhonnêteté d'une place de marché, comme la preuve que la chaîne de blocs n'était pas sûre. Mais les places de marché ne sont pas la chaîne de blocs. Elles sont en dehors de la chaîne de blocs et c'est des établissements financiers traditionnels ressemblant à une banque. Une boîte comme Paynium a le statut d'opérateur de paiement qui vient avec tout un tas de régulations, moins qu'une banque, mais quand même pas mal. Et donc ces places de marché, typiquement, font du KYC, Know Your Customer. Alors, en gros, ils vous demandent votre pièce d'identité, des choses comme ça. Elles sont soumises à la régulation. Et puis, on dépend d'un tiers. Quand vous mettez votre argent sur une place de marché, ça peut se défendre, parce qu'on peut espérer qu'elle fait un meilleur travail de sécurité que vous. Mais enfin, vous dépendez d'un tiers. C'est à vous de faire une analyse des risques et des avantages et inconvénients. Il y avait eu des cas fameux, par exemple, Paynium, ils avaient eu un client qui
qui en fait vendaient de la drogue contre des bitcoins et ils changeaient ces bitcoins contre des euros sur Paymium, une boîte installée en France, ayant pignon sur rue, et le type il était français. L'erreur la plus énorme, faisant des trucs illégaux en France, il utilisait une place de marché française. Quand les flics sont allés voir Paymium pour lui demander des coordonnées, ben, ils l'ont eu et le type a été arrêté. Donc, conseil là encore, hein, si vous voulez être délinquant, n'utilisez pas un opérateur de paiement qui est dans votre propre pays. C'est arrivé également à Coindesk, je crois, aux États-Unis, où le fisc US leur a demandé carrément la totalité de leurs fichiers clients, pour voir s'il n'y aurait pas des gens qui trichent là-dedans. Alors, à ma connaissance, Coindesk a fait appel, et maintenant c'est devant le 9e circuit de la Cour suprême du Texas, enfin des trucs compliqués. Connaissant les États-Unis, je pense qu'ils sont partis pour 10 ans de procès là-dessus, savoir si c'est légitime ou pas. Mais le point important, c'est que, in fine, peut-être qu'ils devront donner. En fait, Coindesk avait refusé avec l'argument que c'était trop général. Mais que si par contre on leur avait demandé les données, le fisc leur avait demandé les données d'un contribuable particulier, là il l'aurait donné. Ce qui est logique, hein, c'est quand on est une boîte opérant légalement, on n'a pas trop le choix. Donc, tout ça nous amène à la conclusion des 3 grands défis de la sécurité de la chaîne de blocs pour les prochaines années. Liberté. Est-ce qu'on va continuer, le pair à pair est toujours vulnérable, hein, parce qu'il y a toujours tout un tas de gens qui trouvent que c'est pas bien, et tout le discours qu'on entend souvent, notamment dans le monde financier, sur des chaînes de blocs contrôlées, civilisées, régulées, des trucs comme ça, c'est en général des trucs qui n'ont de la chaîne de blocs que le nom, et où le vrai but derrière, c'est de supprimer les chaînes de blocs pair à pair, qui les dérangent. Immuabilité. Alors, immuabilité, bien sûr, l'immuabilité totale est impossible. La chaîne de blocs, c'est juste un fichier, hein, c'est des 0 et des 1 sur le disque dur. Ça ne peut pas être immuable. Néanmoins, on a certaines garanties. Par exemple, du fait qu'on est en pair à pair, il faut que tous les acteurs, tous les mineurs soient d'accord. On ne peut pas modifier la chaîne de blocs comme on veut. Il faut savoir que Accenture, par exemple, a un brevet sur une chaîne de blocs modifiable. Ça, c'est génial. On commence par créer un système compliqué pour être immuable, et ensuite, ils déposent un brevet pour une technique pour permettre de modifier. Donc, en gros, leur technique, c'est un moyen de modifier les bits qui sont écrits sur le disque dur. Avant eux, personne n'y avait pensé. Donc, ils ont eu un brevet là-dessus. Hein. Ça donne une idée à quel point les brevets sont attribués n'importe comment. Ils ont eu un brevet là-dessus pour un moyen de modifier les fichiers qui sont stockés sur disque dur. Mais derrière l'anecdote et le problème du patent madness, il y a un vrai problème derrière, c'est est-ce qu'on va avoir un risque que finalement les chaînes de blocs soient tellement réécrites que ça n'a plus de signification. C'est une inquiétude des gens des terreurs classiques qui disaient si on se permet de modifier les règles pour une bonne raison, on ouvre la voie à... après, il y aura une autre raison, puis une autre raison, puis une autre raison, et finalement, plus personne n'aura confiance dans la chaîne de blocs. Donc il vaut mieux, dès le début, être complètement crispé et refuser toute modification. Et puis la vie privée, les logiciels d'analyse de Bitcoin progressent. Il y a tout un tas de boîtes aujourd'hui qui vendent des logiciels permettant de faire de l'intelligence artificielle, du data mining, du big learning et du big data, et tous des trucs comme ça, sur la chaîne de blocs, et qui obtiennent des résultats. C'est-à-dire qui arrivent à, dans certains cas, à tracer un paiement Bitcoin, même quand il y a eu utilisation de mixeurs, de tumblers et trucs comme ça. La moitié des boîtes qui vendent ce genre de logiciels sont des escrocs, mais l'autre moitié a des produits intéressants. Donc ça, c'est clairement une menace possible. On pourrait avoir une traçabilité qui serait excessive et qui annulerait une partie des avantages de la chaîne de blocs. Je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, ou sinon si vous avez très faim, on peut couper les questions, et ce serait dommage.